Bonjour, je suis le docteur Anne Guirch, je suis psychiatre, je suis directeur de recherche INSERM et directeur de l'unité neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie à l'Université de Strasbourg. Je vais vous parler de la psychose et des effets du confinement et vous guider peu à peu au travers de cette présentation en vous rappelant ce que c'est que la psychose, ce qui s'est passé pour les patients pendant le confinement, mais aussi pour les volontaires sains, ce qui va nous mener à nous poser la question de notre représentation à tous de la psychose. Donc la psychose, c'est quoi? C'est bien sûr un ensemble de symptômes, au premier rang desquels il y a les hallucinations, qui sont l'un des symptômes les plus connus. Les hallucinations, par définition, c'est une perception sans objet. Ce n'est pas une illusion. Le patient voit quelque chose là où il n'y a rien. Ça peut être donc quelque chose que les patients voient et il faut se rappeler qu'on croit ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. C'est une perception. Et même si vous pouvez dire à votre patient qu'il n'y a rien là où il croit voir quelque chose, vous ne pouvez pas nier la réalité de sa perception. Mais le plus important, c'est de se rappeler que les hallucinations peuvent avoir des origines diverses. Avoir des hallucinations ne veut pas dire qu'on est forcément psychotique. Les hallucinations ont des causes multiples, au premier rang desquelles il y a la surdité ou la cataracte, c'est-à-dire la déprivation sensorielle. Tout se passe comme si notre système nerveux central cherchait à remplacer le canal sensoriel et ces patients peuvent éventuellement voir ou entendre des choses qui ne sont pas là, donc avoir des hallucinations. Les personnes qui sont en deuil, il leur arrive assez fréquemment de voir ou d'entendre la personne qu'ils viennent de perdre. Il y a aussi de nombreuses maladies neurologiques qui peuvent provoquer des hallucinations, l'épilepsie, l'aura migraineuse, certaines atteintes cérébrales, notamment la démence à Cordet-Lewy où les patients vont voir des petits hommes, des Lilliputiens. Et il y a également des hallucinations dans la maladie de Parkinson. Il y a les effets de l'isolement social, comme on le verra, c'est l'une des causes avancées pour les hallucinations, même dans la schizophrénie. Et puis, il y a les acouphènes. Au cours des otites ou de la maladie de Ménière, les acouphènes sont des perceptions sans objet. Et bien sûr, il y a la psychose pour la schizophrénie, mais aussi pour les troubles bipolaires qui sont le nouveau nom de la psychose maniaco-dépressive. Je vous ai ici illustré ce que c'est qu'une hallucination lors de l'aura de la migraine ophtalmique. C'est un artiste qui souffre d'aura migraineuse qui a voulu illustrer ce qu'il voyait, à savoir une forme abstraite qui s'élargit peu à peu dans le temps. Les hallucinations existent bien sûr dans la psychose. Dans la psychose, elles sont le plus souvent auditives, mais elles peuvent toucher tous les sens. Et on pense actuellement que les hallucinations visuelles sont sous-estimées dans la schizophrénie. Ce qui est important, c'est la notion de souffrance associée. Si vous voyez des petits papillons, mais que vous n'avez aucune souffrance associée, eh bien, ce n'est pas vraiment un problème et il n'y aura pas de traitement. Le deuxième symptôme très connu de la psychose, c'est bien sûr le délire. Le délire, par définition, c'est une croyance inhabituelle auquel le patient adhère fortement. Dans la schizophrénie, le délire est souvent marqué par une certaine incohérence ou bizarrerie. Et le patient peut croire que ses actions ou pensées sont contrôlées par une force extérieure. Ce type de délire n'est pas, bien sûr, pathognomonique de la schizophrénie. Il n'y a aucun symptôme qui n'appartienne qu'à la schizophrénie, mais c'est assez évocateur. Et par exemple, certains patients pensent que des pensées ont été insérées dans leur cerveau par une entité extérieure, même quand ils sont stabilisés. Ça peut arriver. La difficulté ici, je le mentionne rapidement, c'est bien sûr de décider si une croyance est délirante ou non. Le délire est à interpréter en fonction du contexte culturel. Si on est dans une région animiste, croire que l'arbre a une âme n'est pas forcément délirant.
d'où la nécessité de faire attention et parfois la difficulté clinique. Il y a bien sûr d'autres types de symptômes. Dans les différents types de psychose, ils vont pouvoir différer. Et dans la schizophrénie, alors que le délire et les hallucinations sont des symptômes positifs, ils viennent en plus de l'activité mentale habituelle. Il va aussi y avoir des symptômes négatifs, comme par exemple des difficultés à exprimer ses émotions, mais pas forcément à ressentir les émotions. Il y a également des difficultés à initier des actions. Les patients peuvent être apathiques, rester sur leur chaise, ne rien faire, mais ce n'est pas par manque de volonté, c'est lié à leur pathologie. Et enfin, on va retrouver dans la schizophrénie une désorganisation et une incohérence de la pensée. On peut tous être incohérents ou désorganisés à un moment donné. Ça va être particulièrement marqué dans la schizophrénie et ça peut toucher toutes les sphères des activités mentales. Bien sûr le langage, mais aussi, par exemple, les émotions où les patients vont avoir des sourires immotivés et donc sourire alors même qu'ils racontent des choses terribles. Dans les troubles bipolaires, qui sont donc, je l'ai déjà dit, l'ancienne psychose maniaco-dépressive, ce qui va être au premier plan, c'est les troubles de l'humeur. Les symptômes psychotiques peuvent arriver, mais pas chez tous les patients. Et enfin, on a les délires paranoïaques, ces délires très organisés qui nous ont tous arrivés à des degrés mineurs. On a tous pu penser à un moment ou à un autre que quelqu'un nous voulait du mal. Donc, il y a ces délires de persécution ou des délires mégalomaniaques. Évidemment, chez des patients psychotiques, ces délires vont prendre une ampleur particulière. Donc, quid des patients pendant le confinement? Eh bien, les patients déjà connus étaient identifiés, déjà suivis, et comme les psychiatres étaient inquiets pour ces patients, ils ont été suivis encore plus que d'habitude avec les outils de la télémédecine et ça s'est révélé assez efficace. En général, ils ont été très suivis et ça s'est bien passé. Ça ne veut pas dire que ça s'est passé très bien pour tout le monde. En particulier pour les addictions, ça a été assez compliqué. Mais les études qui commencent à être publiées suggèrent que les patients connus pour être psychotiques ont été résilients. Pourquoi s'intéresser à la psychose et au confinement? Eh bien, à cause des liens entre stress, isolement et psychose. J'ai déjà mentionné le lien entre isolement sensoriel et psychose. Les patients qui souffrent de malvoyance ou de surdité peuvent avoir des hallucinations. Ce sont des effets connus de l'isolement sensoriel, le syndrome de Charles Bonnet, qui va un peu ressembler à ce qu'on voit dans la démence à corps de Lewy avec la perception de petits hommes, donc des Lilliputiens. L'isolement sensoriel, ce n'est pas forcément la même chose que l'isolement social, même si l'isolement sensoriel a pu arriver de façon importante pendant le confinement chez des personnes âgées isolées dans les EHPAD. L'isolement social s'y est ajouté et les psychiatres, en particulier Hoffman, a proposé que l'isolement social pourrait avoir les mêmes effets que l'isolement sensoriel. Et de fait, des études déjà anciennes sur les effets de l'isolement dans des conditions extrêmes ont confirmé que des sujets sains, à vrai dire sélectionnés pour être même super sains, on pourrait dire, malgré tout, un nombre non négligeable de ces sujets sains développent des phénomènes hallucinatoires et ou délirants. Les symptômes disparaissent en général après la fin de l'isolement, mais montrent l'impact possible des effets de l'isolement social. Et s'il y a un cosmonaute là sur la droite, c'est bien parce que ces observations ont été faites lors d'expériences dont le but était de voir ce qui pouvait se passer si on envoyait des personnes
dans des voyages de très longue durée, par exemple vers des planètes lointaines, mais aussi dans les cercles arctiques, hein. Et il y a également eu des études sur l'isolement en prison. Toutes ces études ont mené aux mêmes conclusions. À côté de l'isolement, il y a l'effet du stress. L'effet du stress est connu depuis longtemps, connu pour précipiter l'émergence de symptômes psychotiques. C'est au moment du stress que très souvent, des sujets vont finalement développer la psychose qui couvait. Et par ailleurs, les émotions négatives ont été montrées comme étant associées à la psychose. Donc, pendant cette période d'épidémie et de confinement, il y avait deux facteurs susceptibles de précipiter des symptômes psychotiques: le stress, d'une part, et l'isolement, d'autre part. D'où cette question: qu'a-t-on observé chez les volontaires sains pendant l'épidémie? Beaucoup d'études ont été menées sur les effets de l'épidémie et du confinement sur le stress, la dépression et l'anxiété. Vous en avez sans doute entendu parler, mais très peu d'études sur les symptômes associés à la psychose en population générale. Quelques études ont montré des éléments délirants, mais qui diminuaient au cours du temps ou qui n'étaient pas très importants, comme l'étude de Bortolon et Tal. Cependant, cette étude a été menée un mois après le début du premier confinement, donc à distance du pic de l'épidémie. Nous avons eu la chance de pouvoir démarrer une étude dès le début du premier confinement. Dans cette étude, nous avons utilisé des questionnaires pour mesurer stress, anxiété et dépression, les données démographiques, bien sûr, je le disais, dépression, anxiété et stress, mais aussi les symptômes atténués de la psychose. Nous avons utilisé ce qu'on appelle un outil de screening, c'est-à-dire un nombre assez limité de questions qui portent sur des symptômes apparentés à la psychose, des perceptions inhabituelles, quelques éléments délirants à minima, quelques symptômes négatifs. Ce n'est pas une échelle diagnostique, mais au-delà d'un certain seuil, habituellement, ce que l'on fait, c'est qu'on demande au sujet de venir pour voir avec lui s'il y a un risque avéré de développement d'une vraie psychose. Ce que nous avons mesuré, enfin, c'est le réseau social des participants et leur sentiment d'isolement. Enfin, nous avons voulu capturer l'émotion, non seulement le stress et l'anxiété, mais aussi l'émotion qui émergeait naturellement au fil des jours. Et pour cela, nous avons demandé les narrations quotidiennes de 10 lignes aux participants qui racontaient leur journée librement. Comme beaucoup de ces études menées en ligne, la majorité des participants étaient des femmes très éduquées, sans problème socio-économique. Gardez-le en mémoire, ce n'est pas un échantillon représentatif, mais c'est aussi un échantillon qui n'est pas particulièrement à risque de développer la psychose. Nous avions 162 participants recrutés en ligne au tout début du premier confinement. Et les participants déposaient les documents anonymement sous un pseudo sur le cloud de l'université. C'est ce qui nous a permis un suivi longitudinal, c'est-à-dire des mesures répétées avec tous les paramètres que j'ai cités tout à l'heure. Lors des premières mesures, nous avons demandé aux participants d'évaluer leur état juste avant le début du confinement, donc au pic de l'épidémie, au moment du pic de stress aussi. Puis, nous avons répété les mesures au milieu du confinement, à la fin du confinement et à distance du confinement. C'était le premier confinement, donc en juin 2020, c'était la dernière mesure au creux de l'épidémie, quand nous espérions encore que nous pourrions échapper à de nouveaux confinements. Donc, la dernière mesure constitue en fait la ligne de base de nos participants. Donc, notre étude, nous avons mesuré l'anxiété et le stress et comme la plupart des études, nous avons observé une élévation de l'anxiété et du stress en T1 lors de la première mesure. Puis, ces effets ont baissé au cours du temps et étaient corrélés avec le sentiment d'isolement.
tous ces résultats répliquent la littérature, ce qui est rassurant puisque notre échantillon n'est pas représentatif. Mais l'objectif, c'était surtout les symptômes atténués de psychose. Eux aussi baissent au cours du temps. Et comme vous voyez sur le graphique, nous avons distingué les différents symptômes atténués de psychose, les perceptions inhabituelles en vert, la paranoïa en rouge et les symptômes négatifs, les difficultés de contact social en fait, en bleu. On voit que les symptômes négatifs restent stables, mais les perceptions inhabituelles et la paranoïa sont relativement élevées en T1. Et de fait, 18,5%, 30 participants atteignaient le critère de prodrome de la psychose en T1, c'est-à-dire qui dépassait le seuil à partir duquel habituellement on essaye de voir les sujets pour voir s'il y a vraiment un risque de développement de la psychose. Heureusement, ces symptômes ont diminué au cours du temps et on voit qu'ils sont relativement rares en ligne de base en T4. Ces symptômes étaient certes corrélés au sentiment d'isolement en T3 et en T4, mais pas au moment du pic des symptômes. En outre, le sentiment d'isolement n'a pas varié pendant l'étude. Il ne semble donc pas que l'émergence de ces symptômes en T1 soit liée à l'isolement. Par contre, nous avons trouvé une corrélation entre ces symptômes atténués de psychose en chaque point de mesure avec le stress, la dépression et l'anxiété. Surtout, nous avons analysé les narrations et nous avons observé que la proportion de mots émotionnels négatifs dans les narrations était corrélée aux symptômes atténués de psychose, c'est-à-dire les sujets qui avaient le plus de symptômes atténués de psychose étaient ceux qui écrivaient le plus de mots émotionnels négatifs. L'ensemble de ces résultats suggère un lien entre les émotions et l'émergence de ces symptômes atténués de psychose. En résumé, les symptômes atténués de psychose sont étonnamment importants au pic de l'épidémie. Ce n'est pas quelque chose que nous avions attendu dans cette proportion. Et ceci malgré des participants éduqués et sans problème et socio-économiques. Et on retrouve un lien avec le stress et les émotions, plus qu'avec l'isolement. Ceci ne devrait-il pas nous conduire à revoir notre représentation de la psychose? Je vous ai signalé qu'il y avait très peu d'études sur les liens entre confinement et psychose. C'est très étonnant au regard des liens connus entre stress et psychose et isolement et psychose. Pourquoi si peu d'études sur les hallucinations et le délire pendant le confinement? Est-ce que les symptômes de la psychose sont un tabou? Oui, bien sûr, on sait bien que c'est un tabou. Et ce qu'il y a à retenir de notre étude, c'est que précisément, même dans un échantillon socio-économiquement favorisé, eh bien, on retrouve une vulnérabilité aux symptômes atténués de psychose en cas de stress. Nous sommes donc tous vulnérables. Et c'est important, très peu de participants se sont étonnés des questions posées sur des perceptions inhabituelles ou des expériences bizarres. Un seul participant a demandé pourquoi on posait des questions sur des hallucinations. Ce qui me conduit à proposer de changer notre représentation de la psychose. Ce que nous avons montré dans notre étude, c'est le résultat de la fragilité de notre système nerveux central à tous, plutôt que d'une mystérieuse aliénation. Bien sûr, nous ne comprenons pas encore tous très bien l'émergence de ces symptômes, mais ils peuvent nous arriver à tous. Ça ne devrait donc pas être un tabou. Osons en parler et posons des questions. Je vous remercie.